Ne signez pas ces papiers. Cet enfant n'est pas le vôtre. Le baron Auguste de Valmont était sur le point de tout léguer à un homme qui n'était pas de son sang. La plume effleurait déjà le papier. L'encre était prête. Les témoins, alignés contre le mur, observaient dans un silence respectueux. Raphaël, 23 ans, se tenait debout à côté de la table avec un sourire discret sur les lèvres, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est alors qu'une voix traversa le bureau comme un ongle crissant sur une vitre. Bénédicte ne cria pas, elle n'en avait pas besoin. Elle dit simplement, avec la voix ferme de celle qui a déjà tout perdu et qui, par conséquent, ne craint plus rien. « Cet enfant n'est pas le vôtre. » Le baron leva lentement les yeux. Sa main se figea au-dessus du document. Raphaël tourna la tête et son sourire ne disparut pas. Au contraire, il s'élargit comme si la situation l'amusait. Personne ne s'attendait à ce que Bénédicte parle. Les esclaves ne parlent pas, et encore moins n'interrompent des cérémonies. Mais elle parla, et Raphaël eut un petit rire, un son presque inaudible qui fit frissonner Cécile. Le domaine Sainte-Thérèse se trouvait dans les terres de la Martinique, vivant du café, de la canne à sucre et du travail forcé. Le baron Auguste avait 3 obsessions: la vieille fortune, le sang pur et le contrôle absolu. Il croyait que sa lignée portait quelque chose de sacré, un poids historique qui devait être protégé à tout prix. 23 ans plus tôt, lorsque sa femme Cécile ne parvenait pas à tomber enceinte après 5 ans de mariage, Auguste commença à parler ouvertement d'annulation. Ce n'était pas l'amour qu'il voulait, c'était la continuité. Et Cécile, qui avait appris très tôt que sa fonction était décorative et reproductive, entra dans une panique silencieuse. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement une histoire d'héritage, c'est une révélation sur la manière dont le désespoir peut corrompre même les décisions les plus calculées. C'est à cette époque que Julien, le contremaître du domaine, commença à remarquer le désespoir de Cécile. Julien n'était pas comme les autres employés. Il était trop intelligent pour le poste qu'il occupait. Il savait lire les contrats, comprenait les chiffres, connaissait chaque centimètre de la propriété et chaque secret qui y était enfoui. Il voyait la baronne marcher seule dans les jardins, les mains tremblantes, les yeux rouges, et il vit une opportunité là où d'autres n'auraient vu que de la tristesse. La conversation entre eux commença avec douceur. Julien offrit du thé, une oreille attentive, de la compréhension. Et lorsque Cécile fut suffisamment vulnérable, il offrit une solution. Un enfant non pas adopté, non pas acheté, mais élevé par elle, engendré par lui, présenté au baron comme un miracle tardif. Cécile refusa d'abord, puis hésita, puis céda, car l'alternative était d'être rejetée, remplacée, effacée de l'histoire des Valmont, comme si elle n'avait jamais existé. Raphaël naquit quelques mois plus tard. Cécile simula une grossesse avec des vêtements amples et une réclusion stratégique. Le baron, qui passait des semaines à voyager entre le domaine et Fort-de-France, ne remarqua rien, ou ne voulut rien remarquer. Quand le bébé apparut, il le prit dans ses bras et vit ce qu'il voulait voir, un héritier. Le visage était clair, les yeux vifs, et cela suffisait. Julien resta contremaître, Cécile resta baronne, et Raphaël grandit comme le fils légitime des Valmont, sans savoir que son existence était une fraude soigneusement orchestrée. Mais Julien n'oublia pas. Il éleva son fils à distance, avec des rencontres secrètes à la lisière de la forêt, des conversations déguisées en ordre de travail. Il apprit à Raphaël à être cruel. Il apprit à Raphaël à mépriser la faiblesse. Il apprit à Raphaël que le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Et quand le garçon eut 15 ans et découvrit qui était son vrai père, il ne ressentit pas de trahison, mais de l'excitation, car il avait maintenant un secret, une arme, un atout qu'il pouvait utiliser quand il le voudrait. Raphaël passa les 8 dernières années à se préparer. Il étudia avec les meilleurs précepteurs que l'argent du baron pouvait payer.
Il apprit à gérer des propriétés, à négocier avec les acheteurs, à calculer les profits, mais il apprit aussi des choses que le baron ne lui aurait jamais enseignées, comme manipuler les créanciers, vendre des terres sans laisser de traces, démanteler un héritage sans éveiller les soupçons. Julien fut son véritable professeur. Et le plan était simple. Dès que Raphaël signerait les papiers et deviendrait l'héritier officiel, lui et Julien prendraient le contrôle total, vendraient les esclaves improductifs, sépareraient les familles, feraient venir un nouveau contremaître encore plus brutal et transformeraient le domaine Sainte-Thérèse en une machine à profit rapide, sans scrupules, sans limite. Bénédicte entendit tout, sans le vouloir. Elle nettoyait la véranda de la grande maison quand Raphaël et Julien discutèrent de l'autre côté de la fenêtre entr'ouverte. Ils ne savaient pas qu'elle était là. Personne ne fait attention aux esclaves. Et c'est ainsi qu'elle découvrit que si Raphaël héritait, sa fille serait vendue, ses petits-enfants seraient séparés. Son frère, trop vieux pour les travaux pénibles, serait expédié à un acheteur de chair à bas prix dans l'arrière-pays. Bénédicte avait déjà vu des familles être déchirées. Elle avait vu des mères arrachées à leurs enfants, des maris séparés de leurs femmes, et elle jura qu'elle ne laisserait pas cela se reproduire. Pas tant qu'elle aurait encore une voix. Le baron avait des règles anciennes, rigides, mais des règles. Il ne séparait pas les familles d'esclaves parce que son père ne le faisait pas. C'était la tradition, c'était l'ordre. Raphaël n'avait pas de règles, il avait de l'ambition. Et l'ambition sans limite, c'est le feu dans une grange sèche. C'est pourquoi lorsque le jour de la signature arriva, Bénédicte n'hésita pas. Elle savait que parler pouvait lui coûter la vie. Elle savait qu'interrompre un moment aussi solennel était chercher le châtiment. Mais elle savait aussi que se taire, c'était assister à la destruction de tout ce qu'elle aimait. Alors, elle entra dans le bureau sans y être invitée, avec sa robe rapiécée et ses pieds nus, et prononça les 6 mots qui glacèrent la pièce. « Cet enfant n'est pas le vôtre. » Le baron la regarda comme s'il voyait un fantôme. Les témoins, 2 commerçants de la ville et un juge à la retraite, retinrent leur souffle. Le notaire, un homme corpulent aux lunettes rondes, laissa tomber sa plume. Cécile devint blanche comme de la cire fondue, et Raphaël eut un petit rire, juste assez fort pour être entendu. « Père », dit Raphaël de la voix douce et contrôlée qu'il utilisait quand il voulait paraître raisonnable. « Cette esclave est clairement perturbée. Il serait peut-être préférable de la renvoyer aux cases avant que... » « Silence !» le coupa le baron. Sa voix n'était pas forte, elle n'en avait pas besoin. Auguste de Valmont avait le genre d'autorité qui alourdissait l'air. Il se leva lentement, les yeux fixés sur Bénédicte. « Répétez ce que vous avez dit. » Bénédicte prit une profonde inspiration. Elle sentit le poids de chaque regard dans la pièce. Elle sentit la haine de Raphaël lui brûlant la nuque. Elle sentit la peur de Cécile vibrer dans l'air comme une corde trop tendue, mais elle sentit aussi la présence de sa fille, de ses petits-enfants, de son frère, de tous ceux qui dépendaient d'elle pour ne pas être vendus comme du bétail. « Cet enfant n'est pas le vôtre », répéta-t-elle plus fermement. « C'est celui du contremaître, de madame avec le contremaître, il y a 23 ans. » Le silence qui suivit fut si absolu que le bruit de la pluie qui commençait à tomber dehors semblait assourdissant. Le baron ne sia pas, ne bougea pas, il regarda simplement Bénédicte comme s'il essayait de décider si elle était folle ou si elle disait la vérité. Raphaël cessa de sourire. « C'est absurde, dit-il, mais pour la première fois il y avait de la tension dans sa voix. « Père, vous n'allez pas croire en... Je t'ai dit de te taire. » Le baron ne quitta pas Bénédicte des yeux. « Comment savez-vous cela ?»« Je l'ai vu, » répondit-elle. « J'ai vu madame descendre à la maison du contremaître. Je l'ai vu revenir enceinte. J'ai vu monsieur le contremaître apprendre au garçon à monter à cheval quand il avait 6 ans, loin de tout le monde. Je les ai vus parler quand ils pensaient que personne ne regardait, et hier soir je les ai entendus planifier ce qu'ils feraient dès que vous auriez signé ces papiers. » Cécile laissa échapper un son étranglé. Ce n'était pas un pleur. C'était le son de quelqu'un qui venait de voir 23 ans de mensonges s'effondrer en quelques secondes. Le baron se tourna lentement vers sa femme. « Cécile ?» Elle ne répondit pas.
Elle tremblait seulement. « Cécile !» répéta-t-il, la voix plus basse maintenant, plus dangereuse. « Regarde-moi. » Elle n'y parvint pas. Ses yeux étaient fixés sur le sol, ses mains agrippées au dossier de la chaise, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Raphaël fit un pas en avant. « Père, c'est une tentative désespérée de... » « Si tu ouvres la bouche, encore une fois, dit le baron, toujours sans quitter Cécile des yeux, je te fais couper la langue. » Raphaël s'arrêta. Pour la première fois de sa vie, il parut véritablement effrayé. Le baron s'approcha lentement de sa femme, comme un prédateur qui n'a pas besoin de courir, car sa proie est déjà acculée. « Regarde-moi. » Cécile leva les yeux. Ils étaient rouges, humides, vides. « C'est vrai ?» demanda le baron. Elle ne répondit pas avec des mots, mais l'expression de son visage répondit pour elle. Le baron recula d'un pas, prit une profonde inspiration, puis fit quelque chose que personne n'attendait. Il rit. Ce n'était pas un rire d'amusement. C'était le son d'un homme réalisant qu'il avait passé 23 ans à construire un avenir sur du sable. « Sortez !» dit-il, la voix trop contrôlée. « Tous, maintenant !» Les témoins se précipitèrent dehors. Le notaire rangea ses papiers avec des mains tremblantes et disparut par la porte. Raphaël hésita, mais quand le baron tourna son regard vers lui, il sortit aussi, le visage tendu et les poings serrés. Cécile ne bougea pas. Bénédicte ne bougea pas. Et le baron resta là, debout, au milieu du bureau, regardant les papiers qu'il avait failli signer. « 23 ans, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. 23 ans à élever le fils d'un autre homme. 23 ans à être pris pour un idiot dans ma propre maison. » Bénédicte resta silencieuse. Elle savait que toute parole maintenant serait de trop. Le baron la regarda enfin. « Vous avez sauvé mon héritage, dit-il lentement, mais vous avez détruit ma famille. J'espère que ça en valait la peine. » Bénédicte releva le menton. « Ça en valait la peine, monsieur, car maintenant ma fille ne me sera pas arrachée. » Le baron fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous ? » « Je les ai entendus planifier, monsieur. J'ai entendu ce qu'il allait faire dès qu'il deviendrait le maître. Vendre tout le monde, séparer les familles, faire venir un nouveau contremaître. Il n'est pas comme vous, monsieur. Il n'a pas de règles. » Pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à de la compréhension passa sur le visage du baron. Ce n'était pas de la gratitude, c'était de la reconnaissance. Bénédicte n'avait pas parlé pour lui, elle avait parlé pour elle-même. Et cela, d'une manière tordue, le baron pouvait le respecter. « Sortez, dit-il, las, avant que je ne change d'avis sur le fait de vous laisser en vie. » Bénédicte sortit lentement, sans courir, car courir serait admettre la peur. Et elle n'avait plus peur. Elle avait des certitudes, la certitude d'avoir fait ce qui devait être fait, la certitude que le prix viendrait encore, mais aussi la certitude que sa fille dormirait à ses côtés cette nuit-là. Dehors, la pluie tombait à verse. Raphaël se tenait sous la véranda, trempé, regardant les cases des esclaves avec une expression que Bénédicte connaissait bien. C'était l'expression de quelqu'un qui planifiait sa vengeance. Et Bénédicte savait que même si elle avait empêché la signature, la guerre ne faisait que commencer. Le baron ne dormit pas cette nuit-là. Il resta enfermé dans son bureau, entouré de documents qui semblaient maintenant des mensonges imprimés sur du papier coûteux, des certificats falsifiés, des registres adultérés. 23 ans d'histoire fabriquée. Il prit la bouteille de cognac et remplit un verre à ras-bord, mais ne but pas. Il se contenta de tenir le verre froid entre ses doigts et de regarder le mur où était accroché le portrait de son père. Le vieux Valmont le regardait en retour, avec cette expression sévère qu'Auguste connaissait si bien, déception, jugement, comme si même les morts savaient qu'il avait échoué dans la seule chose qui comptait, protéger le nom de la famille. Mais plus il y pensait, plus une question différente prenait forme. Ce n'était pas « comment a-t-elle pu me trahir ?» C'était « qu'est-ce que cet homme avait l'intention de faire de ma propriété ?» Car si Bénédicte avait raison, si Raphaël et Julien avaient vraiment des plans, alors la trahison de Cécile n'était que l'outil. Le vrai danger était ce qui viendrait après la signature.
Auguste se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la pluie avait cessé, mais le ciel était encore chargé. Les cases étaient sombres, à l'exception d'une lampe à huile allumée dans l'une des cabanes. Il savait que c'était celle de Bénédicte. Elle ne dormait pas non plus. Aucun des deux ne pouvait dormir après ce qui s'était passé, mais pour des raisons opposées, il avait perdu le contrôle. Elle avait pris le contrôle. Et cela, d'une manière troublante, la rendait plus dangereuse que n'importe quel ennemi qu'il ait jamais affronté. À 5 heures du matin, quand le soleil commença à percer les nuages, le baron sortit du bureau et se rendit directement aux écuries. Il n'appela personne, ne prévint personne. Il sella lui-même son cheval et chevaucha jusqu'à la maison du contremaître, une petite construction en bois à la limite de la propriété, près des champs de canne. La porte était verrouillée. Auguste ne frappa pas, il l'enfonça d'un coup de pied et entra, sa botte lourde écrasant les éclats de bois sur le sol. Julien était assis à table, une tasse de café fumant devant lui, comme s'il l'attendait. Il ne parut ni surpris ni effrayé, il regarda simplement le baron avec cette expression neutre qu'il arborait toujours. L'expression de quelqu'un qui a appris à ne pas montrer ses émotions, car les émotions sont une faiblesse. « Je suis venu chercher la vérité, » dit le baron, la voix contrôlée mais lourde, « et vous allez me la donner. » Julien but une gorgée de café, lentement, de manière provocante. « La vérité sur quoi, monsieur ?» Auguste fit 2 pas en avant et renversa la tasse de la table d'un revers de main. Le liquide chaud se répandit sur le sol en fumant. « Ne jouez pas avec moi. Vous savez exactement de quoi je parle. » Julien se renversa sur sa chaise, les bras croisés. « Si monsieur est ici, c'est qu'il croit l'esclave, et s'il la croit, alors il connaît déjà la vérité. Il n'a pas besoin de moi pour la confirmer. J'ai besoin de savoir ce que vous projetiez. » Auguste se pencha sur la table, les mains à plat sur le bois taché. « J'ai besoin de savoir ce que mon prétendu fils allait faire dès qu'il deviendrait propriétaire de ce domaine. » Julien sourit. Ce n'était pas un sourire heureux, c'était le sourire de quelqu'un qui pouvait enfin parler sans crainte, car le pire était déjà arrivé. Il allait faire ce que tout homme intelligent ferait, du profit, maximiser, réduire les pertes. Monsieur maintient les familles unies parce que son père le faisait. Il garde des vieillards qui ne produisent plus parce que c'est la tradition. Il maintient des règles qui n'existent que pour que monsieur dorme mieux la nuit. Raphaël n'a pas ses entraves. Il allait transformer ce domaine en quelque chose d'efficace et j'allais l'aider. Le baron sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Ce n'était pas de la colère, c'était de la reconnaissance. Julien décrivait exactement le type d'opération qu'il voyait sur d'autres propriétés. Des endroits où les esclaves étaient des chiffres, pas des personnes, où le profit passait avant toute autre considération. Des endroits qu'il avait toujours méprisés parce qu'il les jugeait indignes du nom de Valmont. Et maintenant, il découvrait qu'il était sur le point de tout livrer à quelqu'un qui transformerait Sainte-Thérèse en exactement cela. « Vous avez créé un monstre », dit Auguste à voix basse. « J'ai créé un vainqueur », corrigea Julien. « Monsieur a créé des traditions. J'ai créé l'avenir. » Auguste attrapa Julien par le col de sa chemise et le souleva, la chaise tombant en arrière avec fracas. « Vous n'avez rien créé. Vous avez contaminé ma maison, contaminé ma femme et presque contaminé mon héritage. » Julien ne résista pas. Il regarda simplement le baron dans les yeux et dit avec un calme troublant. « C'est votre femme qui est venue à moi, monsieur. Elle m'a cherché, elle m'a supplié, et j'ai simplement dit oui parce que j'ai vu une opportunité là où elle voyait du désespoir. Ne me blâmez pas d'être plus malin que monsieur. » Auguste le relâcha brutalement et Julien chancela en arrière, heurtant le mur. Le baron respira profondément, essayant de contrôler l'envie d'en finir là, de ses propres mains. Mais ce serait trop facile et ne résoudrait rien. « Vous quittez ce domaine aujourd'hui, » dit Auguste. « Prenez ce qui est à vous et disparaissez. Si je vous revois, je vous tue. Pas avec un fouet, pas avec des chaînes, avec une balle. » Julien s'essuya le coin de la bouche du dos de la main. « Et Raphaël n'est plus votre problème, il est mon fils. C'est une erreur.
asséna Auguste, et je vais corriger cette erreur à ma manière. Julien rit, un son amer, sans humour. Monsieur pense qu'il peut simplement effacer 23 ans, qu'il peut le retirer de la ligne de succession sans que personne ne demande pourquoi. Tout le monde sait que monsieur allait signer ses papiers. Tout le monde l'a vu. S'il fait marche arrière maintenant, il devra s'expliquer. Et s'expliquer signifie admettre qu'il a été pris pour un idiot. Monsieur est-il prêt à faire ça? Auguste ne répondit pas, car Julien avait raison, et ils le savaient tous les deux. Je pensais bien que non, dit Julien en s'écartant du mur. Monsieur peut m'expulser, me menacer, mais il ne peut pas défaire ce qui a été fait. Raphaël existe, et tôt ou tard, monsieur devra décider quoi faire de lui. Le baron quitta la maison sans un mot de plus, monta sur son cheval et galopa vers la grande maison, l'esprit en ébullition. Julien avait raison sur un point. Il ne pouvait pas simplement effacer Raphaël. Toute la société savait qu'il avait un héritier. Les commerçants faisaient des affaires sur cette base. Les créanciers prêtaient de l'argent sur cette base. Si Auguste déclarait simplement que Raphaël n'était plus son héritier, il devrait donner des explications. Et les explications détruiraient le nom de Valmont d'une manière qu'aucune trahison ne pourrait égaler. Mais garder Raphaël, c'était tout livrer à quelqu'un qui détruirait non seulement la propriété, mais aussi tous ceux qui y vivaient. Quand il arriva à la grande maison, le soleil était déjà haut. Cécile était assise dans le salon, les mains croisées sur ses genoux, le visage bouffi d'avoir tant pleuré. Elle leva les yeux quand Auguste entra, mais ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Tout avait déjà été dit la veille, dans le silence assourdissant qui avait suivi la révélation. « Où est-il » demanda Auguste. Cécile déglutit. Dans sa chambre, enfermé. Il n'est pas sorti depuis hier. Auguste monta les escaliers, ses pas lourds résonnant dans la maison vide. Il s'arrêta devant la porte de la chambre de Raphaël et frappa une fois. Aucune réponse. Il frappa à nouveau, plus fort. « Ouvre cette porte !» Silence. Auguste tourna la poignée. Verrouillé. Il recula d'un pas et défonça la porte d'un coup de pied. Le bois craqua, mais ne céda pas. Il frappa encore et encore, jusqu'à ce que la serrure se brise et que la porte s'ouvre à la volée. Raphaël était assis sur le lit, entièrement habillé, comme s'il attendait. Il ne parut pas surpris par l'entrée violente. Il regarda simplement le baron, avec cette expression froide et calculatrice qu'Auguste reconnaissait maintenant comme quelque chose qui n'était jamais venu de lui. « Nous devons parler, » dit Auguste. « Et à propos de quoi ?» Raphaël croisa les jambes, détendu. « Du fait qu'une esclave a détruit des années de planification avec 6 mots ? Ou du fait que vous la croyez vraiment ? J'ai parlé à Julien. Raphaël ne sia pas. Et il a tout confirmé. Alors maintenant, vous savez... » Raphaël se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Je ne suis pas votre fils, je ne l'ai jamais été. Et honnêtement, je n'ai jamais voulu l'être. Vous et vos règles ridicules, vos traditions archaïques, votre obsession pathétique pour la lignée. J'ai passé 23 ans à faire semblant de respecter ça. Je fais bien semblant, vous ne trouvez pas ?» Auguste sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas son cœur, c'était une illusion, la dernière illusion que peut-être d'une manière ou d'une autre, Raphaël pouvait être sauvé. « Vous savez ce que j'allais faire ?» continua Raphaël, se tournant pour faire face au baron. « J'allais vendre la moitié des esclaves le premier mois, les vieux, les malades, les inutiles, et faire venir un vrai contremaître. Pas ces chefs mous que vous gardez parce qu'ils connaissent les familles. J'allais couper court à toute cette sentimentalité idiote et transformer cette propriété en ce qu'elle devrait être, une machine à fric. Vous êtes exactement ce que Bénédicte a dit que vous étiez, parla Auguste à voix basse, un destructeur. » Raphaël rit. « Je suis un vainqueur. Et vous, vous êtes un fossile. La différence, c'est que les fossiles meurent. Les vainqueurs héritent. » Auguste fit 2 pas en avant et pour la première fois vit la peur passer rapidement dans les yeux de Raphaël. Juste un éclair, mais elle était là. « Tu n'hériteras de rien, » dit Auguste. « Pas un arpent de terre, pas une pièce de monnaie, rien. »
Vous ne pouvez pas faire ça, répondit Raphaël, mais sa voix avait perdu une partie de son arrogance. Vous m'avez déjà présenté comme votre héritier. Tout le monde le sait. Si vous faites marche arrière maintenant, je ferai marche arrière. Et j'assumerai les conséquences. Parce que l'alternative, c'est de te livrer 200 vies. Et ça, je ne le ferai pas. Raphaël s'avança, le visage tordu. Vous croyez que vous sauvez quelqu'un? Vous vous croyez meilleur que moi? Vous êtes leur propriétaire. Vous les avez achetés, vous les utilisez. La seule différence entre nous, c'est que j'admets ce qu'ils sont. Une propriété. Auguste saisit Raphaël par le bras, assez fort pour lui faire mal. La différence entre nous, c'est que j'ai des limites et que tu n'en as pas. Et c'est exactement pour ça que tu n'auras jamais de pouvoir sur quoi que ce soit que j'ai construit. Il relâcha Raphaël avec force, le projetant en arrière. Tu as jusqu'à demain matin pour partir. Prends ce que tu veux. Mais après-demain, si je te vois sur cette propriété, je te traiterai comme un intrus. Raphaël se frotta le bras, les yeux brillants de haine. Vous le regretterez, vous ne savez pas ce que je peux faire. Les menaces ne fonctionnent plus avec moi, dit Auguste en lui tournant le dos. Tu as déjà pris tout ce qui comptait. Maintenant, il ne reste plus qu'à t'empêcher de prendre le reste. Il quitta la chambre et descendit les escaliers. Cécile était toujours dans le salon pétrifiée. Auguste passa devant elle sans la regarder, sans parler, car il n'y avait rien à dire à quelqu'un qui avait aidé à créer l'ennemi au sein de sa propre maison. Dehors, le soleil tapait fort. Auguste se dirigea vers les cases, où Bénédicte était assise devant sa cabane, rapiéçant un tissu déchiré. Elle leva les yeux en le voyant approcher, mais ne se leva pas. Ce n'était pas un manque de respect, c'était de l'épuisement. « Vous aviez raison », dit Auguste, s'arrêtant à quelques pas d'elle. « Surtout. » Bénédicte ne répondit pas. Elle continua simplement à coudre. « Il partira demain, » continua le baron. « Julien aussi. Personne ne sera vendu, personne ne sera séparé. » Bénédicte leva enfin le regard. « Et après, monsieur? Qu'est-ce qui se passera après? Monsieur pense qu'il va simplement disparaître ?» Auguste n'avait pas de réponse, car elle avait encore raison. Raphaël n'était pas le genre de personne à accepter la défaite. Il était du genre à attendre, à planifier et à revenir. « Je ne sais pas, » admit Auguste, et il y avait quelque chose d'étrange à le dire à voix haute. Il n'admettait jamais ne pas savoir. « Mais au moins, maintenant, je sais contre quoi je me bats. » Bénédicte se remit à coudre. « Alors monsieur comprend pourquoi j'ai parlé ? Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. » Et Auguste, pour la première fois en 23 ans, comprit parfaitement ce que signifiait prendre une décision impossible pour protéger ceux qui n'ont pas de voix. Il retourna à la grande maison, monta au bureau et verrouilla la porte. Il prit tous les documents de succession, tous les certificats qui établissaient Raphaël comme héritier et jeta tout dans la cheminée. Il regarda le papier brûler, les bords noircir, les mots disparaître en cendres. 23 ans de mensonges partis en fumée. Mais tandis qu'il observait le feu, une sensation de malaise grandissait dans sa poitrine, car il savait que brûler des papiers ne brûlait pas les intentions. Et Raphaël avait des intentions très claires. La question n'était plus de savoir s'il reviendrait, mais quand, et ce qui l'amènerait avec lui. La réponse vint plus vite qu'Auguste ne l'avait prévu. 3 jours plus tard, un homme se présenta à la grille du domaine. Monté sur un cheval gris, vêtu d'un costume sombre et d'un chapeau à large bord. Il ne demanda pas la permission d'entrer, il descendit simplement de cheval, attacha l'animal et se dirigea droit vers la grande maison comme s'il était le propriétaire des lieux. Un des contremaîtres courut au bureau pour prévenir le baron, mais quand Auguste descendit, l'homme était déjà assis dans le salon, les jambes croisées, attendant. « Qui êtes-vous » demanda Auguste, s'arrêtant à l'entrée de la pièce. L'homme retira son chapeau et le posa sur ses genoux. Il avait un visage maigre, de petits yeux et un sourire qui ne transmettait aucune cordialité. « Mon nom est Durand. Je suis avocat et je suis venu traiter d'une affaire délicate concernant votre fils. » Auguste sentit son estomac se nouer. « Je n'ai pas de fils.
Intéressant, dit Durand en sortant une enveloppe de la poche intérieure de son veston, parce que j'ai ici des documents qui disent le contraire, des certificats, des registres, des témoins qui confirment que monsieur a élevé Raphaël de Valmont comme son héritier légitime pendant 23 ans. Et maintenant, soudainement, monsieur décide qu'il n'est plus rien. Auguste fit 2 pas en avant. Que voulez-vous? Durand ouvrit l'enveloppe et étala les papiers sur la petite table basse. C'étaient des copies de documents qu'Auguste pensait avoir détruits. Des certificats de baptême, des registres scolaires, des contrats signés au nom de Raphaël en tant que successeur. Tout était là, multiplié, préservé. « Votre fils m'a contacté, » dit Durand, la voix calme et professionnelle. « Il est inquiet. Il dit que monsieur l'a expulsé injustement. Il dit qu'il a passé toute sa vie à se croire l'héritier légitime et qu'il est maintenant destitué sans explication. Et il veut savoir pourquoi. »« Cela ne vous regarde pas, » répondit Auguste, la voix dure. « En fait, si. » Durand se renversa dans son fauteuil. « Parce que si monsieur a déshérité Raphaël sans juste cause, il peut contester légalement. Et s'il conteste, il devra expliquer à un juge pourquoi il fait marche arrière. Et cette explication, baron, sera très intéressante. » Auguste comprit immédiatement. C'était du chantage. Raphaël ne se contentait pas de menacer, il exécutait. Si Auguste ne donnait pas d'explication, Raphaël intenterait un procès. Et dans le procès, tout serait révélé. La trahison de Cécile, la conspiration avec Julien, le plan de démantèlement du domaine, et pire encore, l'aveu public que le baron Auguste de Valmont avait été trompé pendant 23 ans au sein de sa propre maison. « Combien veut-il » demanda Auguste. Durand sourit. Ce n'était pas un beau sourire. Il ne veut pas d'argent, il veut la reconnaissance. Il veut que monsieur le maintienne comme héritier, qu'il signe les papiers qu'il a omis de signer, et il veut des garanties qu'il ne sera pas expulsé. Cela n'arrivera pas. Alors, préparez-vous à expliquer pourquoi devant un tribunal. Durand rangea les papiers dans l'enveloppe et se leva. Monsieur a 7 jours pour reconsidérer. Après cela, mon client intentera une action en reconnaissance de paternité et en droit de succession. Et quand cela arrivera, baron, tout Fort-de-France saura que l'héritier des Valmont n'est pas celui que monsieur prétend. Il remit son chapeau et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. Ah, et une dernière chose. Mon client m'a demandé de vous prévenir que si monsieur tente d'intimider des témoins ou de détruire d'autres documents, il a des copies gardées en lieu sûr, et il y a des gens prêts à parler, beaucoup de gens. Durand sortit, laissant Auguste seul dans le salon, avec la sensation que les murs se refermaient sur lui. Raphaël ne menaçait pas seulement la réputation de la famille, il menaçait toute la structure de pouvoir qui soutenait le domaine. Si le nom de Valmont était publiquement sali, les créanciers pourraient exiger le remboursement anticipé des dettes. Les fournisseurs pourraient rompre les contrats, les acheteurs pourraient annuler les affaires. Et tout cela mènerait à une seule chose, la faillite. Auguste monta au bureau et verrouilla la porte. Il devait réfléchir. Il devait trouver une issue qui n'impliquerait pas de détruire tout ce que son père et son grand-père avaient construit. Mais plus il réfléchissait, plus il réalisait que Raphaël avait bien joué, très bien joué. Il avait préparé ce piège à l'avance, gardant des copies, s'assurant les services d'avocat, garantissant que même expulsé, il aurait encore du pouvoir. C'est alors qu'Auguste entendit des voix à l'extérieur, des voix fortes, nerveuses. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda en bas. Un groupe d'esclaves était rassemblé près des cases, parlant entre eux. Bénédicte était au centre, gesticulant. Auguste ne pouvait pas entendre ce qu'ils disaient, mais il voyait la tension sur leurs visages, dans leurs épaules courbées, dans leurs mains qui bougeaient trop vite. Il descendit et se dirigea vers eux. Quand les esclaves le virent approcher, le groupe se dispersa rapidement, chacun retournant à sa cabane. Sauf Bénédicte. Elle resta là, attendant. « Que se passe-t-il » demanda Auguste. Bénédicte le regarda avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. Ce n'était pas de la peur, ni de la colère, c'était pire, c'était de la résignation. « Il est revenu, monsieur » dit-elle à voix basse.
Qui est revenu? Raphaël. Hier soir. Il n'est pas venu à la grande maison, mais il est passé par les cases. Il a parlé à quelques personnes. Il a fait des promesses. Auguste sentit son sang se glacer. Quel genre de promesses? Il a dit qu'il reviendrait, qu'il serait le maître ici, quoi que monsieur fasse, et il a dit que quand il reviendrait, il se souviendrait de chaque personne qui est restée du côté de monsieur. Bénédicte déglutit. Les gens ont peur, monsieur, parce qu'ils ne savent pas qui va gagner, et si Raphaël gagne, elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Auguste comprit, Raphaël était en train de diviser le domaine. Il créait des loyautés, offrant une protection à ceux qui se rangèrent de son côté et menaçant ceux qui ne le faisaient pas. C'était une tactique de guerre classique, diviser pour mieux régner, et ça fonctionnait. « À qui a-t-il parlé » demanda Auguste. Bénédicte hésita, car nommer des gens, c'était les condamner. Mais elle savait aussi que ne pas les nommer, c'était laisser la division grandir jusqu'à devenir un abîme. Mathieu, le forgeron. Il a dit que Raphaël lui a promis qu'il serait contremaître s'il l'aidait. Thérèse de la cuisine a dit que Raphaël lui a garanti qu'elle ne serait jamais vendue si elle se taisait. Et Jonas? Bénédicte fit une pause, la voix tremblante. Jonas est mon beau-frère. Il l'a cru. Il pense que Raphaël va gagner et il convainc les autres. Auguste serra les poings. Raphaël ne se contentait pas de menacer avec des avocats. Il corrodait le domaine de l'intérieur, montant les gens les uns contre les autres, créant des factions. Et le pire, c'est qu'il utilisait la peur intelligemment, car personne ne savait qui avait vraiment le pouvoir. Le baron qui avait expulsé Raphaël, ou Raphaël qui avait des documents et des avocats. « Rassemblez tout le monde devant la grande maison, » dit Auguste. Maintenant, Bénédicte hocha la tête et partit en courant. 15 minutes plus tard, tous les esclaves du domaine étaient réunis en demi-cercle devant la véranda. Plus de 200 personnes, hommes, femmes, enfants, tous en silence attendant. Auguste descendit les marches et se tint face à eux. Il n'était pas courant que le baron s'adresse directement aux esclaves. Il utilisait généralement des contremaîtres. Mais maintenant, il n'y avait pas de temps pour les intermédiaires. « Je sais que Raphaël est venu ici, » commença Auguste, la voix assez forte pour atteindre tout le monde. « Je sais qu'il a fait des promesses. Je sais que certains d'entre vous envisagent de le croire. » Il fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. Mais vous devez comprendre une chose, Raphaël n'est pas le propriétaire de ce domaine. Il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Il a été expulsé parce qu'il prévoyait de tout détruire, de vendre des familles, de séparer les parents de leurs enfants, de transformer cet endroit en quelque chose que même moi, je ne reconnaîtrais pas. Mathieu, le forgeron, fit un pas en avant. C'était un homme grand, aux larges épaules, aux mains calleuses. « Et s'il revient avec des avocats, monsieur, s'il prouve qu'il est l'héritier ?» « Il ne peut pas le prouver, » répondit Auguste, mais il savait que sa réponse sonnait faible. Les documents ont été détruits. « Il a dit qu'il avait des copies, » dit Thérèse de la cuisine, la voix basse mais ferme. « Il dit que monsieur ne peut rien faire. » Auguste respira profondément car elle avait raison. Raphaël avait des copies, des avocats, un plan. Et le baron était en train de réagir, pas d'agir. Et tout le monde ici le sentait. « Je ne vais pas vous mentir, » dit Auguste. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant. Ce n'était pas de l'autorité, c'était une honnêteté brute. Raphaël a des ressources. Il a des moyens de causer des problèmes. Mais si vous le croyez, si vous le laissez diviser ce domaine, alors peu importe qui gagne. Parce que ce qu'il veut créer ici n'est pas un endroit où vous vivez, c'est un endroit où vous survivez seulement. Et survivre, ce n'est pas vivre. Le silence qui suivit était lourd. Personne n'applaudit, personne ne fut d'accord à voix haute. Mais Auguste vit quelques regards changer. Ce n'était pas de la loyauté, c'était un nouveau calcul. Et pour l'instant, c'était suffisant. Il rentra dans la maison. Cécile était en haut de l'escalier, observant tout depuis la fenêtre. Quand Auguste monta, elle ne bougea pas. Il est en train de tout détruire.
dit-elle, la voix brisée. J'ai créé un monstre. Auguste passa devant elle sans répondre, car il n'y avait rien à dire. Oui, elle en avait créé un, et maintenant tout le monde allait en payer le prix. Dans le bureau, Auguste s'assit et prit du papier et de l'encre. Il écrivit une lettre à son avocat à Fort-de-France, expliquant la situation, demandant des conseils juridiques. Il écrivit une autre lettre à un juge ami, quelqu'un qui lui devait d'anciennes faveurs. Et il écrivit une troisième lettre à un détective privé, lui demandant de tout découvrir sur Durand, l'avocat de Raphaël. S'il y avait quelque chose de pourri là-dedans, Auguste voulait le savoir. Mais alors qu'il scellait les lettres, il entendit un cri venant de l'extérieur. Aigu, désespéré, il courut à la fenêtre et vit de la fumée s'élever des cases. Ce n'était pas un grand incendie, c'était contrôlé, intentionnel. Une des cabanes brûlait, des flammes oranges, léchant les murs de bois secs. Auguste descendit en courant. Quand il arriva aux cases, il vit des gens essayant d'éteindre le feu avec des seaux d'eau. Mais il était trop tard. La cabane s'effondra, se transformant en cendres et en fumée. Et sur le sol, devant les décombres, était écrit au charbon en grandes lettres « 7 jours ». C'était un message de Raphaël, un rappel, un avertissement. Il ne menaçait pas seulement légalement, il menaçait physiquement. Et maintenant, tout le monde savait qu'il pouvait atteindre n'importe qui, à n'importe quel moment. Bénédicte était à côté d'Auguste, regardant les cendres. « C'était la cabane de Jonas, dit-elle, la voix neutre, mon beau-frère, celui qui a cru en Raphaël. » Auguste se tourna vers elle. « Où est-il ? Il s'est enfui, juste après que la cabane a pris feu. Je crois qu'il a compris le message. » Le message était clair. Raphaël punissait même ceux qui étaient de son côté, si nécessaire. Parce que l'objectif n'était pas de gagner la loyauté, c'était de répandre la peur. Et la peur, Auguste le savait, était plus efficace que n'importe quelle autre arme. Il retourna à la maison, monta au bureau et pour la première fois depuis des décennies, verrouilla la porte et se permit de sentir tout le poids de ce à quoi il était confronté. Raphaël n'était pas seulement un faux héritier. C'était un ennemi stratégique, cruel et patient. Et Auguste menait une guerre sur 2 fronts, légal et psychologique. La question n'était plus de savoir s'il pouvait gagner, mais s'il pouvait gagner sans tout perdre dans le processus. La réponse de l'avocat de Fort-de-France arriva 4 jours plus tard, apportée par un messager qui avait chevauché toute la nuit. Auguste déchira l'enveloppe dans son bureau, les doigts tremblants non de peur, mais d'anticipation. La lettre était courte et directe, écrite avec la froideur technique de quelqu'un qui voyait tout comme un jeu d'échecs juridique. « Cher baron, la situation est délicate. Raphaël a une base légale pour sa contestation. Les documents prouvent une reconnaissance publique de paternité pendant 23 ans. Le déshérité exige une juste cause prouvée. Révéler la conspiration expose la famille. Garder le silence renforce son dossier. Je suggère un accord privé. Payez-le pour qu'il disparaisse. C'est moins cher qu'un tribunal. J'attends vos instructions. » Auguste froissa la lettre et la jeta dans la cheminée. Payer Raphaël, c'était nourrir un parasite. Ça ne résoudrait rien. Il reviendrait en demander plus. Et encore plus, jusqu'à tout aspirer. Il fallait une autre issue, une qui couperait le problème à la racine. C'est alors qu'il entendit frapper à la porte, des coups fermes, insistants. Auguste ouvrit et trouva Bénédicte dans le couloir, le visage en sueur, la poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, comme si elle avait couru. « Monsieur, il faut venir maintenant. » Auguste la suivit en bas sans poser de questions. Ils traversèrent la cour en direction des écuries où un petit groupe était rassemblé. En s'approchant, Auguste vit un homme étendu sur le sol, saignant du front. C'était Mathieu, le forgeron, celui-là même qui s'était avancé pendant le discours, celui que Raphaël avait tenté de coopter. « Que s'est-il passé » demanda Auguste en s'agenouillant à côté de lui. Mathieu cracha du sang sur le sol. « Ils sont venus cette nuit, 3 hommes. Ils n'étaient pas d'ici. Ils ont dit qu'ils étaient des amis de Raphaël. Ils ont dit que j'avais choisi le mauvais camp. » Il toucha son front, ses doigts rouges. « Ils m'ont battu.
Ils ont dit que la prochaine fois, ce ne serait pas juste des coups. Auguste sentit la colère monter comme de la bile dans sa gorge. Raphaël ne se contentait pas de menacer, il exécutait, envoyant des hommes de main pour battre ceux qui ne s'alignaient pas. C'était du terrorisme pur, et ça fonctionnait, car la peur qu'Auguste vit dans les yeux des gens autour n'était pas la peur de lui, c'était la peur de Raphaël. « Combien ont vu ces hommes ?» demanda Auguste. « Beaucoup, monsieur, » répondit Bénédicte. « Ils ne se sont pas cachés. Ils voulaient être vus. Ils voulaient que tout le monde sache que Raphaël peut atteindre n'importe qui. » Auguste fit emmener Mathieu pour le soigner et retourna à la grande maison, l'esprit en ébullition. Raphaël jouait salement, très salement. Et le pire, c'est qu'Auguste ne pouvait pas répondre de la même manière sans devenir le même genre de monstre. Mais il ne pouvait pas non plus rester les bras croisés pendant que sa propriété était démantelée de l'intérieur. Cécile était dans la salle à manger, assise seule devant une tasse de thé froid. Elle ne leva même pas les yeux quand Auguste entra. « Saviez-vous qu'il était comme ça ?» demanda Auguste, s'arrêtant de l'autre côté de la table. Cécile ne répondit pas immédiatement. Quand elle parla, sa voix était vide, comme s'il n'y avait plus rien à l'intérieur. « Je ne savais rien. Je savais seulement que j'avais besoin d'un fils, et Julien a offert une solution. Je n'ai pas demandé ce qu'il enseignait aux garçons. Je n'ai pas demandé ce qu'il créait. J'ai juste fermé les yeux. Et maintenant ?» Auguste se pencha sur la table. « Maintenant que vos yeux sont ouverts, que voyez-vous » Cécile le regarda enfin. Ses yeux étaient cernés, entourés d'ombres sombres. « Je vois que j'ai tout détruit. Vous, le domaine, les gens, tout. »« Non, » dit Auguste, la voix dure. « Vous n'avez pas détruit seul. J'ai aussi échoué. J'ai cru parce que je voulais croire. J'ai fermé les yeux aux signes parce que c'était pratique. Mais maintenant, nous ne pouvons plus fermer les yeux. Parce que si nous ne faisons rien, Raphaël reviendra. Et quand il reviendra, il ne laissera pas pierre sur pierre. » Cécile baissa la tête et Auguste vit des larmes tomber sur la table. Mais ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement, c'étaient des larmes de compréhension. La compréhension que l'erreur avait un prix et que ce prix n'avait pas encore été entièrement payé. Auguste sortit et se dirigea vers l'arrière de la propriété, où se trouvait la maison de Julien, ou ce qu'il en restait. Le bâtiment était vide, la porte ouverte battant au vent, les meubles renversés. Julien s'était enfui comme ordonné, mais il avait laissé des traces. Auguste entra et commença à fouiller les tiroirs, les armoires, tout endroit où il pourrait trouver quelque chose d'utile. C'est dans une boîte sous le lit qu'il trouva des lettres, des dizaines de lettres échangées entre Julien et Raphaël au fil des ans. Auguste s'assit sur le sol poussiéreux et commença à lire. Chaque lettre était une pièce du puzzle. Des plans détaillés sur la manière de prendre le contrôle du domaine, des listes d'acheteurs intéressés par les terres, des noms de créanciers qui pourraient être manipulés et, pire encore, des listes d'esclaves divisées en catégories, vendables, utiles, jetables. Dans la catégorie « jetable » se trouvait le nom de la fille de Bénédicte, de ses petits-enfants, de son frère. Plus de 40 noms marqués pour être vendus le premier mois après la succession. Auguste serra les lettres assez fort pour froisser le papier. Ce n'était pas seulement de la cupidité, c'était une extermination planifiée. Raphaël ne voyait pas des personnes, il voyait de la marchandise, et il avait calculé exactement combien valait chaque vie. Il glissa les lettres dans son veston et retourna en courant à la grande maison. Il devait montrer ça à quelqu'un. Il avait besoin d'un témoin. Il avait besoin d'une preuve qui ne pouvait être niée. Il trouva Bénédicte près de la cuisine et l'entraîna dans le bureau. « Lisez ça », dit-il en jetant les lettres sur la table. Bénédicte prit la première lettre. Elle lisait lentement, ses lèvres bougeant en silence. Quand elle arriva à la liste de noms, sa main se mit à trembler. « Ma fille », murmura-t-elle, « mes petits-enfants. » « Il a tout planifié, » dit Auguste, « chaque vente, chaque séparation, chaque destruction. » Et Julien était avec lui à chaque étape. Bénédicte laissa tomber les lettres comme si elle la brûlait. « Monsieur va utiliser ça ? Je vais le faire.
c'est une preuve, c'est une juste cause, c'est tout ce dont j'ai besoin pour détruire son dossier au tribunal. » Mais Bénédicte le regarda avec une expression étrange. Si monsieur montre ça, il devra admettre qu'il est le fils de Julien. Il devra expliquer comment il est entré dans la famille. Il exposera madame. Il exposera tout. Auguste s'arrêta car elle avait raison. Utiliser les lettres comme preuve signifiait révéler toute la vérité. Et révéler la vérité signifiait détruire publiquement le nom de Valmont, d'une manière qu'aucun procès ne pourrait égaler. Les créanciers fuiraient, les partenaires commerciaux rompraient les contrats, la société les isolerait. « Alors, que dois-je faire ?» demanda Auguste, et il y avait un désespoir sincère dans sa voix. Le laisser gagner, le laisser revenir et tout détruire. Bénédicte prit une des lettres sur la table. C'était celle avec la liste des « jetables ». Elle regarda les noms pendant un long moment, puis regarda Auguste. « Monsieur a demandé plus tôt pourquoi j'ai parlé ce jour-là, » dit-elle lentement. « Pourquoi j'ai risqué ma vie pour empêcher la signature, et j'ai dit que c'était pour protéger ma famille, mais ce n'était pas que ça. » Elle reposa la lettre sur la table. « C'était parce que j'ai vu monsieur sur le point de commettre une erreur qui ne pouvait être réparée, et maintenant, monsieur est face à une autre erreur. » « Quelle erreur ?» « D'essayer de gagner seul. » Bénédicte montra les lettres. « Ceci n'est pas seulement une preuve contre Raphaël, c'est la preuve que nous sommes tous en danger. Et les gens en danger ont besoin de savoir. Vous ne pouvez pas garder ça pour vous seul. Vous devez le montrer. » Le montrer à qui? À tout le monde, à chaque personne sur ce domaine. Parce que s'ils voient de leurs propres yeux ce que Raphaël a planifié, s'ils voient les noms écrits, s'ils voient que ce n'était pas seulement des chiffres pour lui, mais des noms réels, de gens réels, alors ils comprendront que la lutte n'est pas la vôtre, c'est celle de tous. Auguste regarda les lettres, puis Bénédicte, et il comprit. Il avait traité cela comme une guerre privée, une protection de nom, d'honneur, d'héritage. Mais ce n'était pas ça. C'était la protection de vie. 200 vies qui dépendaient de quelqu'un ayant le courage de montrer la vérité, même si cette vérité était laide. « Rassemblez tout le monde à nouveau, » dit Auguste. « Maintenant. » Une demi-heure plus tard, tout le domaine était de nouveau réuni devant la grande maison. Cette fois, Auguste descendit en tenant les lettres à la main. Il ne monta pas sur la véranda. Il resta au même niveau que tout le monde, sur le sol de terre battue. « J'ai trouvé ça dans la maison du contremaître, » commença-t-il en levant les lettres. « Ce sont des plans que Raphaël et Julien ont faits au fil des ans. Des plans sur ce qu'ils allaient faire de ce domaine, et des plans sur ce qu'ils allaient faire de vous. » Il commença à lire à voix haute, clairement chaque nom, chaque catégorie, chaque valeur monétaire attribuée à des vies humaines. Le silence était absolu. Personne ne bougeait. Personne ne respirait fort. Ils écoutaient simplement, tandis qu'Auguste transformait les secrets en vérité publique. Quand il eut terminé, il baissa les lettres. Raphaël ne se bat pas pour un héritage, il se bat pour le droit de détruire. Et s'il gagne, tout le monde ici paiera le prix. Pas moi, vous. Thérèse de la cuisine fit un pas en avant. Mais monsieur est aussi propriétaire, monsieur a aussi acheté des gens, en vend aussi. Quelle est la différence? C'était une question juste, brutalement juste, et Auguste savait que mentir maintenant serait la fin de toute crédibilité qu'il lui restait. La différence, dit-il lentement, c'est que j'ai des règles que j'ai apprises de mon père. Ne pas séparer les familles, ne pas vendre les enfants, ne pas se débarrasser des vieux. Ce sont de petites règles, insuffisantes, mais ce sont des règles. Raphaël n'en a aucune, et quand quelqu'un n'a pas de limite, ce n'est pas un administrateur, c'est un destructeur. Personne n'applaudit, mais Auguste vit quelque chose changer sur les visages. Ce n'était pas de la loyauté, c'était de la reconnaissance que le choix n'était pas entre la liberté et l'esclavage. C'était entre l'esclavage avec des règles et l'esclavage sans aucune. Mathieu, le front toujours bandé, s'approcha. « Que veut monsieur que nous fassions ? Je veux que vous compreniez ce qui est en jeu. »
répondit Auguste. « Je veux que si Raphaël envoie d'autres hommes demain, vous sachiez pourquoi vous vous faites battre. Et je veux que s'il offre à nouveau des promesses, vous vous souveniez que des promesses écrites sur du papier valent moins que rien quand elles viennent de quelqu'un qui a déjà prévu de vous vendre. » Auguste rentra, laissant les lettres à Bénédicte. « Gardez ça. Montrez-le à qui veut le voir. Ne cachez plus rien. » Cette nuit-là, Auguste ne dormit pas. Il resta à la fenêtre du bureau, observant les cases. De petites lumières se déplaçaient entre les cabanes, des gens parlant, partageant ce qu'ils avaient entendu, digérant l'information. Et Auguste réalisa qu'il avait fait quelque chose de dangereux. Il avait donné de l'information à ceux qui n'étaient pas censés en avoir. Il avait créé une conscience, là où il n'y avait auparavant que de l'obéissance. Mais il savait aussi que c'était la seule façon de gagner, parce que Raphaël ne se battait pas seul. Il avait des avocats, des hommes de main, des ressources. Et Auguste, s'il voulait avoir une chance, avait besoin d'une armée aussi. Une armée de gens qui comprenaient que perdre signifiait être anéanti. 2 jours plus tard, le messager de Durand se présenta à nouveau. Cette fois, il n'apporta pas de lettre, mais un message verbal. « Monsieur Raphaël perd patience. Il veut une réponse dans 2 jours. Soit vous acceptez l'accord, soit vous affrontez le tribunal. C'est à vous de choisir. » Auguste regarda le messager. « Dites à Raphaël que ma réponse est non. Je ne paierai pas, je ne céderai pas. Et s'il veut un tribunal, qu'il vienne. Parce que j'ai aussi des preuves, et mes preuves ont des noms. » Le messager partit, et Auguste sut qu'il venait de déclarer la guerre totale. La question était maintenant, qui craquerait le premier? La réponse vint le lendemain matin, mais pas de la manière qu'Auguste attendait. Il fut réveillé par des cris venant de la cour. Quand il descendit, il trouva le contremaître principal tenant un papier cloué sur la porte de la grande maison. C'était une assignation en justice. Raphaël avait mis sa menace à exécution. Il poursuivait Auguste pour déshéritement injuste et exigeait la reconnaissance formelle en tant qu'héritier légitime. Mais ce qui retourna l'estomac d'Auguste ne fut pas le procès. Ce fut la 2e notification jointe, une ordonnance de saisie conservatoire. Raphaël avait convaincu un juge de bloquer toutes les transactions financières du domaine jusqu'à la résolution de l'affaire. Aucune vente de café, aucun paiement aux fournisseurs, aucun mouvement de capitaux. Le domaine était légalement gelé. Auguste froissa le papier. Raphaël n'attaquait pas seulement la réputation, il étranglait l'opération. Sans flux d'argent, le domaine mourrait en quelques mois. Les salaires ne seraient pas payés, les dettes s'accumuleraient, les créanciers viendraient réclamer leur dû, et quand tout s'effondrerait, Raphaël rachèterait les morceaux pour rien. « Il me pousse à la faillite, » dit Auguste à voix haute, plus pour lui-même que pour quiconque. « Il va me briser avant de me vaincre. » Le contremaître ne sut que répondre. Il resta là, son chapeau à la main, attendant des ordres qu'Auguste n'avait pas. C'est alors que Bénédicte arriva en courant. « Monsieur, il y a des gens qui arrivent, beaucoup de gens. » Auguste se dirigea vers l'avant de la propriété et vit un cortège d'hommes à cheval, peut-être une quinzaine, tous vêtus formellement. En tête venait Durand, l'avocat. À ses côtés Raphaël, et derrière eux des hommes qu'Auguste ne reconnaissait pas, mais qui avaient la posture de ceux qui étaient là pour intimider. Raphaël descendit de cheval avec des mouvements calculés, retirant lentement ses gants, tout en regardant la grande maison comme si elle lui appartenait déjà. Durand s'approcha le premier, tenant une mallette en cuir. « Baron de Valmont, je viens vous notifier officiellement. Le procès a été accepté, la saisie est active, et mon client exige l'accès à la propriété pour réaliser un inventaire des biens contestés. Il n'entrera pas ici, » dit Auguste, bloquant le passage. Raphaël fit un pas en avant, son sourire froid collé au visage. « Je n'ai pas besoin de votre permission. J'ai une ordonnance du tribunal, et si vous m'en empêchez, vous commettrez un outrage à la cour. Ce qui, dois-je le dire, ne fera que renforcer mon dossier. » Auguste regarda autour de lui. Les hommes qui accompagnaient Raphaël avaient les mains près de leur ceinture, où ils portaient probablement des armes. Ce n'étaient pas des avocats, c'était une protection.
ou une menace, et Raphaël les avait amenés exprès pour montrer sa force. « Vous avez peut-être des papiers, » dit Auguste à voix basse, « mais ça ne change pas ce que vous êtes. Un parasite créé avec des mensonges. » Raphaël rit bruyamment, comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Des mensonges. J'ai été élevé comme un Valmont, éduqué comme un Valmont, présenté à la société comme un Valmont. Vous m'avez fait ce que je suis, et maintenant vous voulez me renier? Pourquoi? Parce que vous avez découvert que je ne suis pas de votre sang? Il s'approcha, sa voix baissant jusqu'à un murmure venimeux. Le sang n'a pas d'importance. Le pouvoir a de l'importance. Et j'ai plus de pouvoir maintenant que vous n'en aurez jamais plus. C'est alors que Bénédicte sortit de la grande maison, portant quelque chose dans ses mains. Elle marcha jusqu'à se tenir entre Auguste et Raphaël et tendit ce qu'elle tenait. C'étaient les lettres, les mêmes qu'Auguste avait lues à tout le monde. « Monsieur veut faire un inventaire, » dit Bénédicte, regardant Raphaël droit dans les yeux. « Alors commencez par ça. L'inventaire des plans que monsieur a fait, des vies que monsieur allait vendre, des noms que monsieur a marqués pour être jetés. » Raphaël regarda les lettres et quelque chose passa rapidement sur son visage. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'irritation. L'irritation que quelque chose qui aurait dû rester caché soit maintenant exposé. « Ça ne signifie rien, » dit-il, mais sa voix avait perdu une partie de sa confiance. « Ça signifie tout, » répondit Bénédicte, « parce que chaque personne ici a lu, chaque personne ici sait, et chaque personne ici témoignera, s'il le faut. » Raphaël regarda autour de lui, vit les esclaves sortir des cases, s'approchant lentement, sans menacer, simplement observant, simplement présent. Et Auguste réalisa ce que Bénédicte avait fait. Elle avait transformé le secret en une arme collective. Ce n'était plus la parole de l'un contre l'autre, c'était la parole de 200. Durand, sentant le changement de pouvoir, intervint. « Ceci n'est pas pertinent pour le procès. Ce qui importe, c'est qu'il a planifié un génocide, » le coupa Auguste, « et il y a des preuves écrites de sa propre main et de celles de son vrai père. Et s'il veut un tribunal, j'apporterai ça, et je laisserai le juge décider si un homme qui prévoit de vendre des enfants mérite d'hériter de quoi que ce soit. » Le silence qui suivit était dense. Raphaël regarda Durand, qui fit un geste presque imperceptible de la tête. Négatif. Comme pour dire, ça complique tout. Raphaël respira profondément, recomposant son masque de contrôle. Ce n'est pas fini. Vous avez peut-être vos papiers, j'ai les miens, et nous verrons qui le juge croira. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta et regarda Bénédicte. Tu aurais dû te taire. Les esclaves qui parlent trop ont une vie courte. Je devrais déjà être morte, alors, répondit Bénédicte sans reculer, parce que ça fait des jours que je ne me tais pas. Raphaël monta sur son cheval et partit, son cortège derrière lui. Mais avant de disparaître au détour du chemin, il regarda en arrière une dernière fois. Et Auguste vit une promesse dans ce regard, la promesse que c'était loin d'être terminé. Cette nuit-là, Auguste réunit les contremaîtres. Doubler la surveillance, personne n'entre sans être vu, personne ne sort sans prévenir. Raphaël va tenter quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il le fera. Et il avait raison. 2 jours plus tard, 3 esclaves disparurent. Ils ne s'étaient pas enfuis, ils avaient été emmenés. Des témoins avaient vu des hommes inconnus les aborder à la lisière de la forêt, leur offrant de l'argent, leur offrant la liberté. L'un d'eux était Jonas, le beau-frère de Bénédicte, qui avait cru en Raphaël auparavant. Les 2 autres étaient jeunes, forts, utiles. Auguste envoya des recherches, mais ils ne furent pas retrouvés. Puis le message arriva, livré par un enfant qui ne savait pas ce qu'il portait. Un simple billet. « J'en ai 3, je peux en avoir 30, je peux les avoir tous. La propriété est déjà à moi. Vous ne l'avez juste pas encore réalisé. » Bénédicte lut le billet et ferma les yeux. Il montre qu'il peut faire ce qu'il veut, qu'aucune surveillance ne l'arrêtera. « Alors, que faisons-nous » demanda Auguste, pour la première fois sans réponse. Bénédicte plia le billet. Monsieur a déjà fait ce qu'il pouvait, il a exposé, il a monté une défense.
Mais Raphaël ne se bat pas avec des règles, il se bat avec la peur. Et tant que les gens auront peur, il aura du pouvoir. Comment puis-je enlever la peur? Bénédicte le regarda. On ne l'enlève pas, mais on montre qu'il y a quelque chose de plus fort que la peur. On montre que ceux qui restent du bon côté ne sont pas seuls. Le lendemain matin, Auguste fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il descendit aux cases, il rassembla tout le monde et dit « Ceux qui veulent partir peuvent partir, je n'empêcherai personne, je ne punirai personne. » Raphaël offre des promesses. Je ne peux rien offrir d'autre que de l'incertitude, mais je peux dire une chose, si vous restez, je me battrai pour vous. Pas comme un propriétaire, mais comme quelqu'un qui a compris que s'il gagne, nous perdons tous. Personne ne partit, mais personne n'applaudit non plus, parce qu'ils restèrent non par loyauté, mais parce qu'ils ne savaient pas où aller. Et Auguste comprit qu'il avait gagné une petite bataille. Mais la guerre était encore loin d'être terminée, car cette même nuit, la maison de Julien qui était vide depuis des jours prit feu, et dans les cendres, quelqu'un écrivit « Dernier avertissement ». L'avertissement n'était pas vain. Le lendemain matin, Auguste reçut un ultimatum officiel de Durand. Soit il acceptait un accord, transférant la moitié de la propriété à Raphaël et le reconnaissant publiquement comme héritier, soit le procès suivrait, la saisie continuerait, et Raphaël garantissait que d'autres accidents se produiraient. Le message se terminait par une ligne qui glaça le sang d'Auguste. Les propriétés prennent feu, les gens aussi. Auguste convoqua une réunion d'urgence avec ses contremaîtres et Bénédicte. Il étala des cartes du domaine sur la table du bureau. Il va attaquer à nouveau, plus fort cette fois. Où? Le plus vieux contremaître, un homme nommé Silver qui travaillait là depuis 40 ans, pointa du doigt l'entrepôt de café. S'il brûle le stock, monsieur perd toute la récolte, 6 mois de travail. Il n'y aurait aucun moyen de payer les dettes. Alors nous doublons la garde à l'entrepôt, décida Auguste. Des tours de 4 hommes, toute la nuit. Mais Bénédicte regardait la carte en silence, ses yeux parcourant chaque marque. « Ce n'est pas l'entrepôt, dit-elle à voix basse. »« Comment le savez-vous » demanda Auguste. « Parce que Raphaël ne veut pas détruire ce qui sera à lui. Il veut détruire ce que monsieur aime. » Elle toucha un point spécifique sur la carte. La chapelle. La petite construction en pierre où le père d'Auguste était enterré, où 3 générations de Valmont avaient été baptisées, mariées, veillées. Il veut briser monsieur de l'intérieur, pas de l'extérieur. Auguste regarda le point qu'elle indiquait et sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, car elle avait raison. Raphaël savait que l'argent pouvait être récupéré, les récoltes replantées, les bâtiments reconstruits. Mais la mémoire, l'héritage, ça, une fois détruit, ça ne revenait pas. « Mettez des gardes à la chapelle aussi, » ordonna Auguste, « et que personne ne dorme ce soir. » La nuit tomba, lourde, sans lune, seulement des nuages épais couvrant les étoiles. Auguste n'alla pas se coucher. Il resta dans le bureau, la fenêtre ouverte, un fusil chargé à ses côtés, observant. Bénédicte resta dans les cases, gardant les enfants éveillés et attentifs. Les contremaîtres patrouillaient en binôme, des torches à la main. Minuit passa, 1 heure du matin, 2 heures. Rien. C'est à 3h15 que le cri retentit. Il venait du côté opposé de la chapelle, de la grange. Auguste courut, mais quand il arriva, les flammes léchaient déjà le toit. La grange où se trouvaient les outils, les semences pour la prochaine récolte, les équipements. Tout prenait feu en même temps. C'était un piège, halta Silver en arrivant derrière Auguste. Nous avons mis tout le monde à surveiller la chapelle et l'entrepôt. Ils ont laissé la grange vide. Auguste vit alors. Ce n'était pas seulement un incendie, c'était une stratégie. Raphaël avait prévu qu'Auguste protégerait ce qui semblait le plus important et avait attaqué ce qui avait été laissé vulnérable. Alors que tout le monde courait pour éteindre l'incendie, Auguste entendit un autre son, des chevaux, venant de la direction de la route. Il courut vers l'avant de la maison et vit Raphaël, accompagné de 6 hommes, tous armés, entrant par la grille principale, pas cachés, ouvertement comme s'ils étaient les propriétaires.
Je suis venu chercher ma réponse, cria Raphaël, arrêtant son cheval à quelques mètres d'Auguste. Derrière lui, la grange continuait de brûler, éclairant la scène d'une lumière orange maladive. « Vous envahissez une propriété privée, » dit Auguste en levant son fusil. Raphaël ne parut pas inquiet. « J'entre dans ce qui est à moi de droit, et j'ai amené des témoins. » Il désigna les hommes autour de lui. « Tous prêts à confirmer que vous m'avez menacé avec une arme, une accusation de plus pour le procès. » C'est alors que Bénédicte apparut, sortant de l'obscurité, suivi par au moins 50 personnes. Des esclaves, hommes, femmes, certains tenant des outils, d'autres seulement leurs propres mains. Ils ne dirent de rien. Ils formèrent simplement une ligne entre Raphaël et la grande maison. Raphaël rit, mais il y avait de la nervosité dans le son. « Quoi ? Vous allez utiliser des esclaves comme boucliers humains maintenant ? Quelle noblesse !» « Nous ne sommes pas ici comme boucliers, dit Bénédicte, la voix ferme. Nous sommes ici comme témoins aussi, et nous témoignerons que monsieur a envahi, incendié, menacé, tout. » Un des hommes de Raphaël bougea la main vers son arme, mais Raphaël leva la main pour l'arrêter, car il réalisa, s'il tirait, s'il blessait quelqu'un, il n'y aurait pas de procès, il y aurait un crime. Et un crime ne se défendait pas avec des avocats. « C'est ce que vous voulez ?» demanda Raphaël à Auguste, la voix basse mais chargée. « Une guerre ? Parce que je peux faire la guerre. Je peux brûler chaque recoin de ce domaine. Je peux emmener chaque personne d'ici. Je peux tout réduire en cendres. C'est ça que vous voulez ?» Auguste baissa son fusil, non par peur, par calcul. « Ce que je veux, c'est que tu comprennes une chose. Tu as peut-être des papiers, des avocats, du feu, mais tu n'as pas ce qui compte vraiment. Tu n'as pas le respect. Pas la loyauté, tu n'as rien d'autre que la peur. Et la peur, Raphaël, ça ne construit rien, ça ne fait que détruire. Alors laissez-moi détruire, dit Raphaël froidement. Parce que si vous n'acceptez pas mon accord d'ici demain midi, je reviens, et la prochaine fois, ce ne sera pas la grange. Il tira sur les rênes et partit, ses hommes le suivant. Le son des sabots s'éloigna jusqu'à devenir silence. La grange brûlait encore, mais personne ne bougea. Tous restèrent là, regardant le feu, digérant la menace. Auguste se tourna vers Bénédicte. « Je ne peux pas accepter l'accord, mais je ne peux pas non plus le laisser recommencer. Que dois-je faire ?» Bénédicte regarda le feu pendant un long moment. « Monsieur fait ce qu'il aurait toujours dû faire. Il arrête de se battre seul. Je ne suis pas seul, vous êtes là. Non, monsieur. Monsieur traite toujours ça comme son problème, mais ce n'est pas le cas, c'est le problème de nous tous. Et tant que monsieur ne partagera pas vraiment le pouvoir, Raphaël aura toujours l'avantage. Parce qu'il sait qu'au final, monsieur décide seul, et les décisions solitaires sont faciles à attaquer. » Auguste fronça les sourcils. « Que suggérez-vous ? » ?»« Que monsieur demande. Demande ce que les gens veulent faire. Parce que si Raphaël revient, ce n'est pas seulement monsieur qui souffrira, c'est nous tous. Alors, laissez tout le monde décider. » C'était radical, dangereux. Donner la parole à ceux qui n'étaient pas censés en avoir, c'était briser toutes les règles qui soutenaient cette société. Mais Auguste regarda autour de lui, vit les visages fatigués, effrayés, méprisants, et comprit que les règles avaient déjà été brisées au moment où Bénédicte avait ouvert la bouche dans ce bureau, des jours auparavant. « Rassemblez tout le monde, » dit Auguste, « maintenant, même avec le feu encore allumé, je veux entendre. » Et c'est ainsi qu'à 4 heures du matin, avec la grange fumante en arrière-plan, tout le domaine se réunit une fois de plus. Auguste ne monta pas sur la véranda. Il resta au même niveau, sur le sol. Raphaël veut un accord. Il veut que je lui donne la moitié du domaine. Si je ne le fais pas, il revient et attaque à nouveau. Pire. Alors j'ai besoin de savoir. Pensez-vous que je devrais accepter ? Le silence était absolu. Personne ne s'attendait à ce qu'on lui pose la question. Personne ne savait s'il pouvait répondre. Ce fut Mathieu, le forgeron au front encore marqué, qui parla le premier. Si monsieur accepte, il reviendra de toute façon. Mais en tant que propriétaire, et là personne ne pourra l'arrêter. Thérèse de la cuisine fit un pas en avant. Et si on n'accepte pas, il brûle tout.
Peut-être, admit Auguste, mais au moins, en nous battant, nous avons encore une chance. Silver, le vieux contremaître, cracha par terre. J'ai vu beaucoup de choses sur ce domaine. J'ai vu votre père, votre grand-père. Aucun d'eux ne se serait plié devant un fils bâtard, et monsieur ne devrait pas se plier non plus. Une par une, les voix commencèrent à s'élever, non pas à l'unisson, mais en accord. Ils n'accepteraient pas, parce qu'accepter, c'était garantir la destruction. Résister, c'était risquer la destruction. Et entre les deux, ils préféraient mourir en essayant. Auguste regarda Bénédicte. Elle hocha simplement la tête. « Alors, c'est décidé, » dit Auguste. « Il n'y aura pas d'accord. Et quand il reviendra, nous serons prêts. » Mais au fond, personne ne savait si être prêt serait suffisant. Midi arriva et avec lui Raphaël. Mais cette fois, il ne vint pas seul avec des hommes de main, il vint avec l'autorité officielle. Un huissier de justice, 2 soldats de la garde municipale et Durand portant des documents. C'était une exécution légale. La saisie avait été convertie en expulsion. Si Auguste ne cédait pas le contrôle, il serait expulsé de force. Auguste les reçut sur la véranda, entouré de tous les habitants du domaine. 200 personnes formant un mur humain silencieux. L'huissier de justice parut mal à l'aise face à la scène. « Baron de Valmont, j'ai l'ordre de... »« Je sais ce que vous avez, » l'interrompit Auguste, « et j'ai aussi quelque chose. » Il brandit les lettres de Julien et Raphaël. Des preuves de conspiration, de planification de vente illégale et d'intention de détruire la propriété. Vous voulez exécuter l'ordre? Exécutez, mais emportez ça au juge aussi. L'huissier prit les lettres, les lut rapidement et son visage changea. Il regarda Durand. « Est-ce vrai ?» Durand ouvrit la bouche pour répondre, mais Raphaël le coupa. « Ce sont des documents volés, irrecevables. »« Ils ont été trouvés sur la propriété du domaine, » corrigea Auguste, « et il y a 200 témoins qui peuvent confirmer leur contenu. » L'huissier regarda la foule, puis Raphaël, puis les papiers dans sa main. « Je vais devoir soumettre ceci à un examen judiciaire. L'expulsion est suspendue jusqu'à nouvel ordre. » Raphaël explosa. « Vous ne pouvez pas !»« Si, je le peux, » dit l'huissier en rangeant déjà les documents. « Et je le ferai, parce que si ces accusations sont vraies, tout ce procès est une fraude. » Raphaël regarda les soldats, mais ils ne bougèrent pas. Il regarda Durand, qui évita son regard. Et puis il regarda Auguste, et il y avait une haine pure là, la haine de celui qui a vu une victoire certaine lui échapper des doigts. « N'est pas terminé, » dit Raphaël, la voix basse et trop contrôlée. « Je reviendrai avec d'autres juges, d'autres huissiers, d'autres recours, et quand je reviendrai, personne ne vous protégera. » Mais avant qu'il ne puisse partir, Bénédicte fit un pas en avant. « Monsieur ne reviendra pas. » Raphaël rit. « Et qui va m'en empêcher? Toi? »« Non, » dit Bénédicte, « monsieur lui-même. Parce que maintenant, tout le monde sait qui est monsieur. Et les gens qui font ce que monsieur fait n'ont leur place nulle part, ni ici, ni au tribunal, ni en ville. Monsieur a tout construit sur un mensonge. Et un mensonge, quand il est exposé, devient une prison. » Raphaël cracha par terre près de ses pieds. « Tu ne sais rien de moi. »« Je sais tout, » répondit Bénédicte sans reculer. « Je sais que monsieur a passé 23 ans à prétendre être quelqu'un qu'il n'est pas. Je sais qu'il a planifié de détruire des familles. Je sais qu'il a incendié la propriété d'autrui. Je sais qu'il a enlevé 3 personnes qui ne sont toujours pas revenues. Et je sais que tout ça est écrit, documenté, et suivra monsieur où qu'il aille. » L'huissier de justice leva la tête. « Enlèvement? Incendie ?» Auguste montra la grange encore fumante. « Hier, invasion et incendie criminel. Il y a des témoins. » L'huissier regarda les soldats. « Arrêtez-le !» Raphaël tenta de courir, mais n'alla pas loin. Les soldats le rattrapèrent avant qu'il ne monte sur son cheval, le jetant au sol et lui liant les poignets. Il cria, se débattit, menaça de tous les poursuivre en justice, mais les menottes ne s'ouvrirent pas. Durand disparut rapidement, montant à cheval et partant sans un regard en arrière.
Et Raphaël fut traîné, mis dans une charrette, emmené en ville pour répondre de crimes qu'aucun avocat ne pourrait effacer. Quand la charrette disparut au détour de la route, le silence qui resta était différent. Ce n'était pas du soulagement, c'était de l'épuisement. L'épuisement de ceux qui ont survécu, mais qui ont payé un lourd tribut. Auguste se tourna vers tout le monde. Les 3 qui ont été emmenés, je les chercherai, je les ramènerai. Et si vous ne les trouvez pas, demanda quelqu'un, alors je dédommagerai les familles du mieux que je pourrai. Ce n'était pas une promesse de liberté ni d'égalité, mais c'était une reconnaissance, la reconnaissance qu'il y avait une dette. Bénédicte s'approcha. « Monsieur sait que cela aura des conséquences, n'est-ce pas ?»« Quelles conséquences ? Toute la ville saura que madame a trahi, que Raphaël n'était pas le vôtre, que vous avez été trompé pendant 23 ans. Le nom de Valmont deviendra une plaisanterie. » Auguste regarda la grande maison, le domaine, les gens autour de lui. « Je préfère être une plaisanterie vivante qu'une légende morte. Et vous qui avez suivi cette histoire jusqu'ici, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous qu'il existe une réelle différence entre un maître avec des règles et un maître sans limite ? Laissez votre opinion dans les commentaires, car des questions comme celle-ci résonnent encore dans les structures de pouvoir qui existent aujourd'hui. Quand l'obéissance devient-elle complicité ? Quand le silence devient-il trahison ? Et quand le seul choix digne est-il celui qui détruit tout, y compris celui qui choisit ? Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche, car des histoires comme celle-ci, sur les erreurs de pouvoir, les conséquences morales et le prix du silence, doivent être racontées. Laissez un mot dans les commentaires. N'importe lequel. Justice, vengeance, vérité. Ou même rien. Si vous pensez que rien de tout cela n'a d'importance, je veux savoir ce qui vous est resté en tête après avoir entendu ça. Et merci du fond du cœur de m'avoir accompagné dans cette histoire, de m'avoir donné votre temps, de faire grandir cette chaîne. Si vous pouvez aider avec un like, un super merci, c'est comme prendre un café avec moi pendant que je prépare la prochaine histoire. Et soyez-en sûrs, la prochaine sera encore plus intense. 3 mois plus tard, Raphaël fut condamné. Non pour usurpation d'identité, car prouver une fausse paternité était trop compliqué, mais pour incendie, violation de propriété et coercition. 5 ans de prison. Julien ne fut jamais retrouvé. On dit qu'il s'enfuit dans l'arrière-pays, changea de nom, disparut. Cécile alla vivre chez des parents éloignés, portant la honte comme une ombre perpétuelle. Auguste resta. Il reconstruisit la grange, renégocia les dettes, paya une indemnité aux familles des 3 disparus. 2 revinrent des mois plus tard. 1 ne fut jamais revu. Le domaine continua de fonctionner, mais plus jamais de la même manière. Parce que quelque chose avait changé, non pas dans les structures, non pas dans les lois, mais dans la façon dont les gens se regardaient les uns les autres. Bénédicte continua de travailler, resta esclave. Parce qu'une révélation, aussi courageuse soit-elle, ne brise pas des chaînes de fer. Mais elle brise des chaînes de silence. Et ça, d'une manière tordue, c'était déjà une victoire. Un jour, Auguste l'appela dans son bureau. Il posa du papier et de l'encre sur la table. « Je ne peux pas vous libérer. Si je vous libère, je devrais libérer tout le monde, et cela briserait le domaine. Mais je peux faire autre chose. » Il écrivit quelque chose sur le papier, signa et le lui tendit. « Votre fille, vos petits-enfants, libre à ma mort. » C'est écrit, enregistré. Personne ne peut le changer. Bénédicte prit le papier, le lut, le plia, le rangea et le regarda. « Et Jonas, Mathieu, Thérèse, tous les autres ?» Auguste détourna le regard. « Je ne peux pas. »« Alors ce n'est pas la liberté, » dit Bénédicte. « C'est un privilège, et un privilège n'efface pas la culpabilité. » Elle sortit, laissant Auguste seul avec sa propre conscience. Et pour la première fois depuis des décennies, il comprit que gagner ne signifiait pas être sans culpabilité. Cela signifiait simplement vivre avec elle différemment.
Le domaine Sainte-Thérèse continua d'exister pendant encore 20 ans, jusqu'à ce que l'abolition arrive enfin. Quand elle arriva, Auguste était déjà trop vieux pour s'en soucier. Il signa les papiers d'affranchissement d'une main tremblante, vit tout le monde partir et resta seul dans la grande maison qui avait un jour semblé un empire. Bénédicte fut la dernière à partir. Elle s'arrêta à la porte, regarda en arrière une fois et dit simplement « Ça en valait la peine, monsieur. Je n'ai pas sauvé tout le monde, mais j'en ai sauvé quelques-uns. Et ça, au moins, je l'emporte avec moi. » Et puis elle partit, laissant derrière elle l'homme qui, un jour, avait failli livrer 200 vies à un monstre. L'homme qui fut sauvé non par son propre courage, mais par le courage de quelqu'un qui n'avait rien à gagner et tout à perdre. Et ça, au final, c'est la véritable histoire. Pas sur qui a le pouvoir, mais sur qui ose l'utiliser quand il ne devrait en avoir aucun. Message de l'histoire. Cette histoire s'est déroulée il y a plus d'un siècle, mais si vous avez ressenti quelque chose en l'écoutant, c'est parce que vous avez reconnu des schémas qui existent encore aujourd'hui. Je ne parle pas de l'esclavage, je parle de quelque chose de plus profond, ce moment où quelqu'un commet une erreur et où une autre personne doit décider si elle va parler ou se taire. Bénédicte n'était pas une héroïne, c'était quelqu'un d'ordinaire, placé dans une situation impossible. Elle pouvait tout perdre, et pourtant, elle a choisi de parler. Non pas parce qu'elle était courageuse, mais parce que le prix du silence était plus élevé que le prix de la parole. Le baron Auguste n'était pas non plus un méchant. Il était simplement humain. Il a cru ce qu'il voulait croire, a fermé les yeux aux signes, parce que les ouvrir signifiait admettre une erreur. Et nous tous, à un moment ou à un autre, avons fait cela. Croire ce qui est pratique est plus facile qu'enquêter sur ce qui est dérangeant. Raphaël est le plus intéressant, car il n'est pas né monstre. Il a été façonné par l'ambition de Julien, par le désespoir de Cécile, par un système qui valorisait le résultat sans questionner la méthode. Et cela nous rappelle que les personnes dangereuses apparaissent rarement de nulle part. Elles sont créées par nous, par des sociétés qui n'établissent pas de limites claires. Ce qui rend cette histoire universelle, ce n'est pas le contexte historique, c'est la structure. Quelqu'un en position de pouvoir est sur le point de commettre une grave erreur. Quelqu'un sans pouvoir s'en rend compte. Et là vient la question. Vaut-il la peine de prendre un risque pour empêcher quelque chose qui ne s'est pas encore produit? Bénédicte a répondu que oui, et elle a sauvé des dizaines de familles. Mais elle est restée esclave. Alors, on peut se demander, a-t-elle gagné ou a-t-elle seulement retardé la destruction? Je pense qu'elle a gagné, parce que la victoire ne consiste pas toujours à tout changer. Parfois, il s'agit d'empêcher que tout n'empire. Parfois, il s'agit de sauver qui peut être sauvé, même en sachant qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Cette histoire montre aussi quelque chose d'important sur le pouvoir. Auguste avait tout le pouvoir légal, mais à la fin, celle qui a vraiment changé le cours des choses était quelqu'un qui, techniquement, n'aurait dû avoir aucune voix. Et cela révèle une vérité profonde. Le pouvoir officiel n'est pas toujours le pouvoir réel. Parfois, le pouvoir réel réside chez celui qui a l'information, chez celui qui a le courage, chez celui qui choisit le bon moment. Ce que j'espère que vous retiendrez de cette histoire, ce n'est pas la culpabilité ni le jugement, c'est la réflexion. Nous tous, à un moment donné, serons le baron, Bénédicte ou Raphaël. Nous serons en position de commettre une erreur, de dénoncer une erreur, ou de profiter de l'erreur d'autrui. Et quand ce moment viendra, et il viendra, ce que cette histoire offre n'est pas une réponse, c'est une question. Quel est le prix du silence? Quel est le prix de la vérité? Et lequel des deux êtes-vous prêt à payer? Parce qu'au final, il n'y a pas de choix sans coût. Bénédicte a payé, Auguste a payé, Raphaël a payé, même Cécile qui a tout commencé à payer. La différence n'est pas entre payer ou ne pas payer, c'est entre choisir consciemment ce que vous êtes prêt à perdre. Bénédicte a perdu la sécurité, mais a gagné la dignité. Auguste a perdu sa réputation, mais a gagné une conscience. Raphaël a tout perdu parce qu'il n'a pas compris que le pouvoir sans limite est une autodestruction. Cette histoire n'a pas de morale simple, pas de leçon facile.
Elle a seulement une vérité. Les décisions comptent, les silences comptent. Et à la fin, nous sommes définis non pas par ce que nous disons valoriser, mais par ce que nous faisons réellement quand personne ne regarde. Ou quand tout le monde regarde, mais que personne ne s'attend à ce que vous parliez.